Oh, quelqu'un a activé la mienne. On garde encore la... Quelqu'un est en train de cliquer sur le... On peut commencer? Ok. Auguste Assemblée, bonsoir. Au nom de tout le comité de lundi parlons géologie, je vais être bienvenue au tout premier webinaire de la deuxième année. Aujourd'hui, nous allons aborder les tumeurs de l'adulte. Beaucoup d'entre nous, en tout cas les plus réguliers, comprennent que ce sujet fait suite à celui du webinaire qui est une mort d'orbite chez l'enfant. Lors de ce webinaire, l'orateur avait articulé son exposé sur 3 principaux points, à savoir radioanatomie de l'œil, en tout cas les rappels, radiologique d'exploration, échographie en première ligne, la tumeur est superficielle, obsolète. Et le troisième point, c'était une approche systématisée dans l'évaluation des maladies intracoronales. À la fin de ces exposés-là, l'orateur nous avait démontré dont certaines tumeurs orbitaires étaient également retrouvées chez l'adulte, que bon nombre de ces tumeurs pouvaient être distinguées d'imagerie en utilisant une approche comparative et en reconnaissant les caractéristiques d'imagerie spécifiques et en fait que l'emplacement, la morphologie des lésions, lors de coefficients de diffusion et les schémas osseuses pouvaient aider à établir le diagnostic. Ce soir, si à partir du déjà près de tous, on vous écoute à peine, docteur Anna, ça sort entrecoupé. La connexion matérielle, comme me dit. Je disais donc que l'horaire d'aujourd'hui, celui du passé, que les 3 intervenants, dont le professeur Vitou et l'université de je ne sais pas si... Allô, docteur Anna? Ça crache, on ne vous entend pas très bien. Peut-être que je peux commencer en attendant que vous arrangiez le micro. Comme ça, vous allez renchérir quand on commence la discussion. Ça vous va comme ça? OK. Je n'ai pas de réponse, désolé. La technique, on ne sait pas tout prévoir. Donc, docteur Anna, disons en fait que ce sujet a déjà été entamé il y a quelques semaines. Et dans la première partie, nous avons parlé des tumeurs de l'orbite chez l'enfant. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en fait la suite de ce que nous avions déjà débuté. Et ça tombe à pic parce que, comme vous savez, le lundi passé, c'était une année, on avait totalisé une année de cette initiative. Et au niveau du comité, peut-être qu'il y aura des messages qu'on va envoyer dans des différents forums. Nous sommes résolus qu'au lieu qu'on travaille 4 semaines sur 4 par mois, on va travailler 3 semaines. La deuxième et la troisième semaine, on fait des cours théoriques sur un même sujet. Et la quatrième semaine, c'est-à-dire le dernier lundi du mois, on fera des cas cliniques relatifs aux sujets qui seront débattus les 2 dernières semaines. Et du coup, le lundi prochain, il n'y aura pas lundi parlons radiologie. Et on ne voulait pas qu'aujourd'hui encore, on annule. Alors, on s'est dit, comme il y a un sujet qui était pendant, et déjà en son temps, j'avais dit que j'allais répliquer avec la deuxième partie, on s'est dit, l'occasion faisant les larrons, on va prendre ce lundi pour
finir ces sujets et puis on va commencer le mois prochain avec le nouveau style et le nouveau sujet. Donc aujourd'hui, après avoir parlé des tumeurs de l'orbite chez l'enfant, aujourd'hui nous allons parler des tumeurs de l'orbite chez l'adulte. Et comme résolution, on a dit on commence. Est-ce qu'on peut voir comment on a fait la page de garde? On voit la souris bouger? J'ai déjà écrit. Oui. Oui, quelqu'un dit oui. OK. Donc, on va s'auto-évaluer. On n'a pas besoin de dire la réponse. Au lieu de mettre 1, 2, 3, j'ai mis des traits. Bon, on peut dire première, deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième assertion. Toutes les assertions suivantes sont vraies, sauf une, laquelle est fausse. Les deux tumeurs primitives les plus fréquentes du globe oculaire sont les rétinoblastomes et le mélanome malin. Les lymphomes de la glande lacrymale causent plus de destruction du tissu osseux adjacent que les carcinomes adénoïdes kystiques. Les gliomes optiques produisent des images en rail de train avec visualisation du nerf optique, alors que dans les gliomes optiques, le nerf optique est envahi. Les adénomes pleomorphes sont aussi appelés des tumeurs mixtes bénignes. L'orbitopathie thyroïdienne préserve les tendons du muscle extraoculaire, alors que dans le pseudo-tumeur inflammatoire, ces tendons sont envahis. Je vous laisse 2 secondes, 30 secondes pour trouver la réponse. Celui qui a la réponse, il peut écrire dans le chat box. Après la présentation, on refera le même exercice parce qu'on va débattre de tout ça pendant mon exposé et on verra si le message a été bien capté. On attend 2 réponses pour qu'on commence. OK. Il y a des gens qui se sont jetés dans l'eau. OK, on continue et puis on va revenir. D'abord, quels sont les objectifs de cette présentation? Pourquoi on doit parler des tumeurs de l'orbite et avoir dans notre équipe un radiologue, un ophtalmologue ou ophtalmologiste, ça dépend de là où vous êtes, l'anapathe et puis l'oncologue médical. Dans cette présentation, je voulais rappeler une fois de plus l'approche systématique dans l'évaluation des masses orbitaires chez l'adulte. L'approche sera à peu près similaire que chez l'enfant, mais j'ai essayé un peu de tordre la présentation parce que même la Bible a dit aux enfants on donne du lait et aux adultes la nourriture solide. La première approche était vraiment pour les assistants de première année et maintenant on va aller au niveau des assistants qui terminent la spécialisation. Donc, à la fin, on saura comment s'outiller à évoquer des diagnostics différentiels vraiment pertinents devant une masse orbitaire en fonction de l'âge et en fonction de l'aspect radiologique. Et dans le cadre de ce cours, je vais inciter le débat entre différents spécialistes pour que chacun apprenne comment, dans la routine clinique, on peut interagir entre différentes spécialités dans le respect et dans la considération. Pour atteindre ces objectifs, regardez comment j'ai subdivisé ma présentation. Bien entendu, je commence par l'introduction. On va faire un rappel de la radioanatomie. On l'a déjà fait la fois passée. On va dire un mot sur les techniques d'exploration de l'orbite. On ne va pas s'y atteler. Et puis, on va voir l'approche des différentes tumeurs et comment élaborer les diagnostics différentiels. Comme vous savez, les masses orbitaires peuvent être bénignes ou malignes. Et ça pose un sérieux problème de diagnostic différentiel. Pourquoi? Parce que sur le plan clinique, on a presque le même symptôme. Il y aura l'exophthalmie, ça dépend de fait des masses. L'exophthalmie peut être là, la douleur peut ou ne pas être là. Et d'ailleurs, quand on va parler des diagnostics différentiels, pour certaines tumeurs, on va dire que la douleur ne doit pas être là. Si on commence à voir la douleur, on doit penser à l'autre. On va y revenir. Et théoriquement, comme vous le savez, tous les tissus de l'orbite peuvent développer des tumeurs, à commencer par les tissus adipeux, à passer par les muscles, le nerf et le vaisseau et les autres. Symptomatologies sont peu spécifiques, comme je l'ai dit, et c'est en ça que l'imagerie joue un rôle vraiment pivotal. C'est vous qui orientez le clinicien en lui disant où se situe la tumeur, quels sont les effets des masses, quelles sont les structures qui sont envahies, est-ce qu'il y a une extension et vers quel organe,
et c'est quoi les diagnostics plausibles. Parce qu'on va voir avec certaines tumeurs, comme les adénoïdes pléomorphes, on dit qu'il n'y a pas de on souhaite ne pas faire de biopsie. Si la clinique et l'imagerie sont concordantes, ce qu'on doit faire, on doit faire l'exérèse en bloc. Sinon, il y a un risque de récurrence, voire de transformation maligne. Un peu ce qu'on fait avec les cancers des testicules. On enlève les tout sans passer par des biopsies ou autres manœuvres qui peuvent causer la dissémination de la tumeur. Ça, c'est la radioanatomie, le peu qu'on puisse dire. Comme on l'a dit l'autre fois, devant une tumeur, peu importe la localisation, il faut d'abord te dire, est-ce que c'est dans l'œil, au niveau du globe? Est-ce que c'est le nerf optique qui est envahi? Est-ce que c'est intraconique? Parce que l'intraconique, c'est entre les différents muscles extraoculaires au milieu là. Est-ce que c'est extraconique en dehors? Ça peut être les tissus qui sont là et il faut jamais oublier la glande lacrymale qui a des tumeurs spécifiques et j'en ai développé ici. Ça, c'est en coupe coronale. On peut voir ce qui est intraconique, c'est ce qui est au centre ici. On voit le nerf qui est là. Et à l'extraconique, on a toutes les autres structures qui sont à côté. Les techniques d'exploration, les assistants aimaient que je commence toujours par la radiographie simple, l'échographie. Mais comme vous allez voir ici, vous serez déçus parce que la radiographie simple est presque obsolète, comme je l'ai dit. Chez l'enfant, dans les rétinoblastomes, dans les milieux reculés, avec l'écho, on peut chercher les calcifications, mais déjà l'écho vous montre les calcifications de manière assez claire. Mais à part les calcifications, la radiographie simple ne vous montre pas grand-chose, à moins qu'il y ait vraiment des solutions avancées et vous ne voulez pas détecter ces tumeurs à ce stade-là. Vous voulez les détecter beaucoup plus tôt. Voilà pourquoi vous partez avec les modalités des choix. L'IRM, bien entendu, c'est le gold standard, comme on dit. Modalité des choix, c'est là, par là qu'on doit passer. L'échographie, on peut l'utiliser, c'est beaucoup plus lorsque les tumeurs sont superficielles. Par exemple, les hémangiomes infantiles chez l'enfant, l'échographie et l'examen clinique peuvent suffire à eux-mêmes. Mais quand les lésions sont profondes, le scanner peut être en complément, soit au scanner, soit à l'échographie. Et nous avons dit que chez l'enfant, tant que c'est possible, éviter le scanner. Il faut y aller avec l'écho ou l'IRM. Approche systématisée. Ici, comme je l'ai dit, avant, je parlais des masses intraoculaires, intraconiques, extraconiques. Là, cette classification, c'est de manière didactique. En clinique, souvent, ce n'est pas la même chose que nous avons. Les choses peuvent se présenter de manière différente. Voilà pourquoi il ne faut pas paniquer quand vous trouvez que votre masse a débordé. Et si, dans cette présentation, on va essayer un peu de tordre la présentation pour répondre à ces inquiétudes-là. La première masse, c'est au niveau intraoculaire. En intraoculaire, ici, c'est l'épidémiologie qui vous oriente. C'est là qu'on a affaire à un enfant ou on a affaire à un adulte. Déjà, l'épidémiologie va vous séparer. Le chef de file, ce sont les mélanomes. Ici, je parle des tumeurs primitives. Les points de départ, c'est au niveau du globe oculaire. En anglais, on parle de dome shadowing. C'est une masse qui a cette convexité tournée vers le cristallin. Et il n'y a pas de calcification. Je vais revenir. Rétinoblastome, calcification. Quand je dis l'épidémiologie, c'est-à-dire les tout jeunes, moins de 2 ans ou aux alentours de 2 ans, toute masse primitive de l'œil, c'est rétinoblastome jusqu'à la preuve du contraire. Chez l'adulte, au-delà de 5-6 ans, toute masse intraoculaire, si je ne connais pas une autre lésion ailleurs, c'est mélanome jusqu'à la preuve du contraire. Maintenant, entre les deux, c'est là maintenant que le problème va se poser. Voilà pourquoi il faut rester systématique dans ce que vous faites et savoir avoir des éléments qui vous permettent de les différencier. Même si vous allez citer les deux, si c'est un enfant aux alentours de 18 ans dans nos pays, on peut avoir les formes rares des rétinaux qui peuvent se présenter tard, mais souvent, chez les adultes, on le voit, ces tumeurs dans les deux extrémités. Comme je le vois ici, la masse, on n'a pas de calcification. Et au scanner, ça sera un peu dense. Et pour les radiologues, ça, c'est une question qu'on demande quels sont les tissus ou les matières qui montrent une hypersignal spontané en T1.
Mélanome, ça fait partie des contenus de mélanome. Il y a des liquides en contenu en protéines très élevées. Il y a le sang et les autres. Et c'est ici que cela vient s'appliquer. Comme vous pouvez voir dans cette image, c'est un T1 non injecté. Et on n'a même pas supprimé le signal de tissu adipeux. Vous voyez comment en T1, c'est déjà très hyper intense. Quand vous voyez ça, c'est mélanome jusqu'à la preuve du contraire. Ici, on peut avoir un décollement de rétine. On a l'image en V. Ça peut flouer un peu le tableau, mais ne perdez pas. Quand vous mettez en opposition des différentes séquences, vous trouvez quand même la masse qui est bien décrite, comme on peut le voir. En T2, ça sera en hypo-intensité, comme on le voit ici. Maintenant, si je prends seulement le scanner ici, en T1, et le scanner ici, et l'image en T2, avec le même caractéristique radiographique, c'est-à-dire dense en échographie et hypodense en T2, je prends le même signal, j'amène ça au niveau de la glande lacrymale, ça devient lymphome. Parce qu'il y aura une hyperdensité. Mais par rapport à l'épidémiologie, je ne sais pas si les aînés qui sont ici, ils ont déjà vu un lymphome intraoculaire et les tissus à côté, ils sont normaux. Moi, je n'ai pas encore vu, mais mon expérience est encore modeste. Voilà pourquoi localisation, c'est votre ami. Et ces mélanomes peuvent avoir des métastases dans tous les corps. Tout comme dans le deuxième cas, on peut avoir des métastases en intraoculaire. Et généralement, il y a des cancers qui sont connus qui peuvent métastaser dans l'orbite. Il y a par exemple le cancer du sein, cancer de la prostate, les mélanomes et les cancers du poumon. Donc, mélanome rentre deux fois. Cancer primitif, voire métastase. Ce qui fait qu'en termes de tous les cancers qu'on peut avoir au niveau de l'orbite chez l'adulte, mélanome va être haut dans les différentiels. Voilà pourquoi j'ai dit toute masse intraoculaire chez un adulte, c'est mélanome jusqu'à la preuve du contraire. Maintenant, il y a d'autres études qui ont rapporté que les tumeurs qui causent beaucoup plus de masse intraoculaire, qui seront beaucoup plus de la partie temporale, c'est le cancer des seins et des poumons, mélanome, thyroïde et les autres sera extraoculaire comme on le voit ici. Ça, c'est juste une nuance, mais dites-vous qu'il y a une masse au niveau de l'orbite. Mélanome, ça fait partie des différentiels, que ce soit primitif ou secondaire. Comme j'ai dit, les imitateurs, il faut les savoir. Chez l'enfant, rétinoblastome, ça c'est l'échographie. Vous voyez que c'est une masse au niveau de fond de l'œil. Vous voyez des calcifications qui sont là et on a une vascularisation. Si j'enlève les calcifications, ça devient difficile de différencier mélanome et rétinoblastome. Le rétinoblastome. Mon seul ami qui va m'aider à les différencier, c'est l'épidémiologie. L'âge du malade, oui ou non, il y a des lésions ailleurs. Et ici, en cas de rétinoblastome, la démarche, elle est différente. On va chercher des tumeurs dans le crâne, alors qu'en cas de mélanome, on va chercher des tumeurs ailleurs dans le corps, comme on le voit ici. Ici, c'est un cas de rétinoblastome. On a une masse ici, une masse ici. La démarche, on veut dire, est-ce que la masse s'étend au niveau des nerfs optiques? Comme ici, un petit dot ici, c'est assez pour dire que le nerf optique est envahi. Et on cherche, est-ce que ce n'est pas une masse trilaminaire ou tétralaminaire? C'est-à-dire, est-ce que la glande pinéale ou la glande, la partie supracellaire sont atteintes? Quand il y en a trois, c'est-à-dire des deux côtés, c'est bilatéral, on peut avoir trilatéral si la partie pinéale, la glande pinéale est envahie, et quadrilatéral si on a une masse au niveau de la glande pituitaire ou bien la région supracellaire. Mais en cas de mélanome ou de métastases, on fait le PET-CT. Et ici, tout ce qu'on voit en noir ici, ça c'était un cas de mélanome, et tout ce qu'on voit en noir ici, ce sont d'autres lésions de mélanome dans le corps. Donc ici, c'est les radiologues qui donnent les temps. Bien sûr, ils vont, dans les milieux comme celui-ci, ils vont faire beaucoup de tests pour trouver ce qui cause la maladie, mais chez nous, c'est les radiologues qui peuvent donner les temps. Parce que le PET, je ne sais pas si au Congo on en a encore ou en Afrique centrale. Et chez l'enfant, je vous ai dit, juste en titre de rappel, il y a d'autres lésions qui peuvent simuler les rétinoblastomes. Ça, ce slide ici, j'ai montré ça la fois passée. J'avais dit que les rétinoblastomes, le globe oculaire sera de taille normale, voire augmenter de taille, et la masse va vous montrer des calcifications. Maintenant, ce qu'on appelle persistance hyperplasique du vitré primitif, ici, dans les trois cas ici,
il y aura microphthalmie. L'œil sera de petite taille et à l'échographie, par exemple, on peut démontrer la vascularisation primitive qui est encore là. Et puis, on a parlé des rétinopathies des prématurés. Il y a comme une sorte de fibrose qui se fait derrière le cristallin et l'œil est de petite taille. On vous dira que l'enfant était prématuré. Ici, on a la maladie des côtes qui sortent de télangiectasie, tout ça, avec des exsudats. Ça, on en a parlé la fois passée. Donc, si c'est un enfant, les autres pathologies ici doivent vous revenir à la tête avant d'appeler ça rétinoblastome. On passe vite parce qu'on en a déjà parlé. Maintenant, parlons de maladies extraoculaires. Ici, je n'ai plus parlé d'intraconal, extraconal, parce que la plupart des maladies peuvent traverser ces espaces-là. Et si vous restez seulement dans un seul compartiment, ça devient difficile à les différencier. Le premier, et c'est la pathologie la plus fréquente, la pathologie bénigne la plus fréquente chez l'adulte, ce sont les malformations caverneuses ou les cavernomes. Et généralement, c'est intraconique, comme on le trouve ici, là, c'est en forme ovoïde et ça peut être, bon, la densité peut varier, mais ce qui est clé, c'est à peu près les cavernomes qu'on trouve au niveau du foie. C'est quand vous faites l'imagerie en phase que vous trouvez la différence. C'est-à-dire que la lésion va montrer un rehaussement périphérique à la phase early phase, précoce, et à la phase tardive, il y a comme un remplissage, c'est-à-dire au début, ça sera plus un rehaussement en périphérie et le rehaussement va de manière centripète pour remplir le centre de la lésion. Et en T2, ça peut être légèrement hyperdense. Généralement, ça peut causer un remodélage de l'os, mais il n'y a pas de destruction. Et souvent, ils ne sont pas douloureux. Ces masses ne sont pas douloureuses. Il y a beaucoup de littérature pour dire que ce n'est pas néoplasique, c'est une malformation vasculaire, on comprend. Mais en termes de terminologie, j'ai rappelé cette entité ici, que nous avons parlé, qu'on a appelé l'hémangiome infantile. C'est capital de les différencier parce que ces lésions ici, on les trouve à la première ou à la deuxième semaine après la naissance. Généralement, ça augmente avec l'âge de l'enfant jusqu'à 1 année et puis ça va faire un plateau, ça bloque et à partir de la deuxième année, ça commence à évoluer. Ce qui fait que les signaux ou les caractéristiques à l'échographie vont dépendre de la phase à laquelle tu scannes le malade. Si tu l'as à la phase initiale pendant la première année, les 6 premiers mois, c'est très hyper vascularisé à l'échographie, alors que si vous scannez ça à la fin de la deuxième année, c'est beaucoup plus de tissus adipeux, il y a moins de vaisseaux. Et quand vous faites l'imagerie en couple, vous allez voir que le rehaussement sera différent par rapport à ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est très pathognomique et c'est la lésion la plus commune en termes de prévalence chez l'adulte. Une masse intraconale qui est bien délimitée, qui montre cette façon de rehausser, c'est une malformation caverneuse, un cavernome jusqu'à la preuve du contraire chez l'adulte. Chez l'enfant, pensez à ça. Maintenant, on va parler des hémangiopéricytomes ou les tumeurs fibreuses solitaires. Il y en a qui utilisent ça comme synonyme, il y en a qui pensent qu'il y a des différences. Sur le plan radiologique, je n'ai pas jeté un coup d'œil sur la classification OMS 2021, mais je pense que les deux entités ont été fusionnées. Pourquoi j'ai présenté ça? Parce que ces lésions vont se présenter exactement comme le cavernome dont je viens de parler. Seulement qu'ils vont causer une destruction méchante de l'os. Et on dit que ce sont des tumeurs et leur évolution sera douloureuse. Alors que dans les cavernomes, souvent, c'est soit l'effet des masses qui pousse le malade à venir consulter, mais ici, c'est la douleur qui peut être les symptômes, parce qu'il y a des signes d'agressivité. Et quand vous faites une étude imagerie en coupe multiphase, vous avez un rehaussement à la phase artérielle, et puis il y a un rehaussement à la phase veineuse, et puis il y a le wash-up, et un lavage rapide, un peu ce qu'on voit avec les hépatocards du foie. Alors, si vous comparez les deux entités, les hémangiopéricytomes et les cavernomes, ils sont différents. Une autre façon de présenter ici, ces lésions ici, les hémangiopéricytomes, si j'enlève ça dans l'orbite, j'amène ça ailleurs au niveau du crâne, ça a des caractéristiques radiologiques similaires au méningiome.
Ça sera accolé au diomère, il y aura des vides, des signaux, un peu comme des méningiome. Par moment, ça vous montre même des duratèches saines comme aussi. Donc, la diomère qui est attachée à la tumeur va rehausser comme on le voit ici. Mais si je prends la même lésion, j'amène ça chez un enfant, le diagnostic va changer. Je parlerai beaucoup plus des rhabdomyosarcomes. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'épidémiologie. Ici, l'épidémiologie, c'est votre ami, parce qu'à un certain niveau, ces lésions vont se confondre. Ça sera difficile pour distinguer une lésion à une autre. C'est l'épidémiologie et l'examen clinique qui va vous orienter. Après ça, les tumeurs des nerfs optiques. Pour les tumeurs des nerfs optiques, nous en avons parlé. Les deux qui seront difficiles et qui auront une implication en termes de traitement seront les méningiomes et les gliomes. Nous avons dit les méningiomes, quand c'est très grand, c'est facile à voir. Vous aurez une masse de part et d'autre de votre nerf optique et le nerf optique est encore visible. Alors que dans les gliomes, le nerf optique est atteint, il y a même une certaine tortuosité et ça peut s'étendre tout le long de voies optiques au niveau de chiasma, même au-delà. Donc, voilà pourquoi vous faites cette différence ici. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'image de tram track, les images en rail de train, où vous avez comme de méningiome en plaque de part et d'autre de votre nerf optique. Ici, on le montre bien. Ça, c'est une masse, le nerf optique est là. Ça, on ne voit pas le nerf, c'est le nerf même qui est malade, c'est le gliome. En termes de mutation, si c'est un enfant, c'est différent. Quand j'ai des méningiomes comme ça, ici, on parle beaucoup plus de neurofibromatose, la neurofibromatose de type 2, alors que les gliomes, on les trouve beaucoup plus dans les types 1, reclocosène. Ici, j'ai rappelé la même chose qu'en cas de méningiomes, on peut même avoir des calcifications, ça peut être bilatéral, et même si c'est épais, mais on sait quand même voir, petit soit-il, le nerf qui traverse entre les deux couches. Ici, c'est en cas de gliome, je montre un cas où les gliomes, tout est envahi et ça va jusqu'en postérieur. On voit que le chiasme optique est atteint. Et ça, c'est beaucoup plus la neurofibromatose de type 2. Ça, on en a parlé, j'ai plus rappelé, parce que chez l'adulte, peut faire la même chose. Les schwannomes peuvent être là aussi. Et chez les enfants, c'est rare, mais chez les adultes, on le trouve assez souvent. Et souvent, c'est en cas de neurofibromatose type 2 qu'on appelle d'ailleurs schwannomatose. Et j'avais rappelé la fois passée, en cas de neurofibromatose type 2, ils font les trois, ce qu'on appelle les mismi. Ils font les méningiomes, ils font des schwannomes, ils font des épendymomes. Au niveau de la tête, du crâne, c'est facile à différencier, mais au niveau de la colonne, par moment, ça prend beaucoup plus de tact pour les différencier. Ça, on va revenir le jour où on parlait des tumeurs de la colonne. Les lymphomes, on les connaît. Ils peuvent atteindre n'importe quel tissu. Ça peut être, ici, je montre les lymphomes de glande lacrymale, ça peut être en intraconal, ça peut être extraconal. Quels sont les signaux? Ici, c'est une lésion qui vous détruit, mais en silence. Pourquoi? Parce que généralement, ça ne détruit pas l'os. Ça s'enrobe même autour des structures qu'on a. Même le globe oculaire ici, ça pousse légèrement, mais ça vient tout autour. Même l'os ici, ce n'est pas vraiment détruit. Quand vous regardez ici, regardez tout autour, l'os est resté propre. Et la tumeur elle-même, elle vous montre un rehaussement de manière homogène dans toutes les séquences, soit au scanner, soit ici. Mais quand vous faites l'image en diffusion, il y a une restriction de diffusion. Et en T2, généralement, comme il y a une hypercellularité, ça vous montre un T2, généralement, ce n'est pas un hypersignal. Ça vous montre un signal intermédiaire. Donc, une lésion qui montre une restriction de diffusion sans une destruction méchante de l'os, généralement, c'est du lymphome. Et généralement, vous ne présente pas de calcification et il n'y a pas de dégénérescence kystique, sauf après traitement, la radiation, la radiothérapie. Vous pouvez avoir ces éléments-là. À l'état neuf primitif, ça ne va pas montrer cela. Donc, une tumeur très propre, très grande, mais qui ne détruit pas assez des structures tout autour, c'est les lymphomes. Et comme ils sont rares chez les enfants, les lymphomes de l'orbite, je voulais parler, généralement, les bons diagnostics différentiels sont les rhabdomyosarcomes. Voilà pourquoi j'avais dit, chez l'enfant, toute tumeur de la base du crâne est rhabdomyosarcome jusqu'à la preuve du contraire. Ici, les diagnostics différentiels, c'est les pseudo-tumeurs inflammatoires. Montrons les pseudo-tumeurs inflammatoires, ça va se présenter comme ça. On a une masse
qui envahit, ça peut envoyer. La glande lacrymale, ça peut envahir le muscle extraoculaire, mais généralement, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de Toulouse à Hante. Quand ça va juste au niveau de l'apex, ça va comprimer, ça crée une sorte de fibrose. Mais quand c'est seulement limité au niveau de l'organe, par exemple la glande lacrymale, ça devient difficile à différencier avec les lymphomes. Mais pourquoi c'est important de les différencier? Parce que sur le plan de traitement, c'est la même chose. En cas de lymphome, on a la radiothérapie et la chimiothérapie. Docteur Mopo va nous en parler. Mais en cas de pseudo-tumeurs inflammatoires, corticothérapie et d'autres tumeurs, traitements immunosuppresseurs peuvent être utilisés. J'ai vu des cas, beaucoup de cas, où le diagnostic final a été donné qu'après biopsie. Théoriquement, je dis bien théoriquement, les lymphomes vont vous montrer une restriction de diffusion. L'image sera comme celle-ci. En T1, c'est généralement iso-intense, le signal est similaire au muscle droit. En T2, ce n'est pas très hyper intense. C'est intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est une tumeur qui a une hypercellularité. Quand on parlait encore de la tumeur du crâne, j'essayais de faire le différentiel entre les lymphomes et les gliomes. On a dit que dans les lymphomes, il y a beaucoup plus d'hypercellularité que la néovascularisation. Pourquoi même avec la perfusion est beaucoup plus élevée dans les gliomes que dans les lymphomes. Donc, le manque d'hypersignal en T2 est dû au fait qu'il y a beaucoup de cellules, donc peu de liquide. Voilà pourquoi en T2, ce n'est pas très hyper intense. Rappel pour les radiologues, la plupart des lésions seront en hypersignal en T2. Il est rare qu'ils soient en hyposignal en T2, on les connaît. Que ce soit les lésions métaboliques, des tumeurs, des inflammations. Donc, il faut les savoir pour ceux qui ne peuvent pas des examens. Et quand vous faites l'imagerie en diffusion, les lymphomes vont vous montrer une restriction de diffusion. C'est-à-dire que les molécules ou les atomes dans l'eau ne peuvent pas se mouvoir facilement et ça crée une restriction de mouvement que nous captons par l'informatique et qui se traduit par une image qui se montre en hypersignal de couleur blanche à l'IRM. Alors que dans les pseudo-tumeurs inflammatoires, généralement, il n'y a pas cette restriction. Mais comme c'est ici à la phase aiguë des pseudo-tumeurs inflammatoires, on peut avoir certains degrés de diffusion, des restrictions de diffusion. Donc, si heureusement que c'est une lésion, les lésions peuvent être superficielles, accessibles pour la biopsie et envoyer ça chez le docteur Fabrice pour avoir le diagnostic final. Après ça, on a parlé des tumeurs, on voudrait parler des tumeurs de la glande lacrymale. Les tumeurs de la glande lacrymale, ça représente à peu près 5 à 14% des masses orbitaires. Ici, c'est moitié-moitié. La moitié de ces tumeurs sont bénignes, la moitié sont malignes. Et il y a deux groupes. Il y a des tumeurs d'origine épithéliale, dans lequel groupe on trouve les adénomes pleomorphes et les carcinomes adénoïdes kystiques. Sachant que les adénomes pleomorphes peuvent avoir une transformation maligne et devenir ce qu'on appelle des carcinomes ex-adénomes pleomorphes. Ou on peut avoir des carcinomes déjà d'entrée de jeu qu'on appelle des carcinomes adénoïdes kystiques. Et on a des tumeurs non épithéliales qui sont des lymphomes. Maintenant, ici, une façon de les différencier, les lymphomes vont paraître comme les adénomes pleomorphes, c'est-à-dire des lésions sans signe de gravité, sauf si vous faites l'imagerie poussée où vous allez trouver la restriction de diffusion. Mais sinon, les signes, par exemple, l'érosion de l'os sous-jacente, les calcifications ne seront pas là dans les deux tumeurs ici. Et souvent, ne sont pas douloureuses. Ce qui est le contraire ici. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple de se souvenir de ces deux lésions. Maintenant, on va passer. Ça, c'est les adénomes pleomorphes. On les appelle aussi des tumeurs mixtes bénignes parce qu'il y a beaucoup de tissus qui peuvent être impliqués. Et généralement, l'évolution, elle est non douloureuse. L'exophthalmie, elle est là, mais non douloureuse. Si la douleur est là, pensez à la malignité. La douleur et puis les érosions osseuses, comme je l'ai montré ici. Ici, c'est une masse bien circonscrite qui se localise au niveau de la glande lacrymale à droite
Ici, comme on peut le voir, la masse, elle est là. Ça, c'est le scanner. Regardez l'os tout autour. C'est clean. Même les tissus tout autour. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Il n'y a pas de pacification de tissus graissés tout autour. Et même à l'IRM, on voit, tout est clair, bien délimité. Si je vois une masse pareille, je pense aux adénopléomorphes. Mais les lymphomes peuvent se présenter de la même façon, surtout quand c'est l'eau en T2 ici. D'où il faut toujours garder ça dans les différentiels. Et quand on fait l'imagerie, ce qui peut différencier, ce qui peut aider en termes d'imagerie, c'est l'absence ou non de la restriction de diffusion. C'est l'un des éléments de plus. Et par moment, comme je l'ai dit, dans les adénopléomorphes, les cliniciens souvent évitent de faire des biopsies, ils vont faire l'exérèse en bloc. Voilà pourquoi on dit si la clinique et l'imagerie sont concordants, on va directement faire l'excision en bloc sans biopsie. Parce qu'une excision incomplète ou bien une rupture, ça peut créer des récidives, voire une transformation maligne pour avoir ce qu'on appelle des carcinomes ex-adénopléomorphes. Si on enlève toute la tumeur, le pronostic est excellent. L'autre groupe, ce sont des carcinomes adénoïdes kystiques. Regardez ici, ça c'est un cas. Qu'est-ce qu'on voit? La masse, elle est là. Il y a une classification. C'est qu'on peut voir en cas des adénoïdes pléomorphes, mais c'est rare. Mais quand vous regardez l'os, regardez comment, ici je vois le cortex de l'os normal ici, mais quand on voit les cortex, c'est la partie dure, comme ici. Cette partie dure, en postérieur, je peux suivre, mais quand je vois en intérieur, il y a comme une irrégularité et une érosion. Quand vous avez une érosion, c'est douloureux, pensez à ces cas, les carcinomes adénoïdes. C'est la deuxième tumeur, la tumeur épithéliale appelée les adénopléomorphes. Comme j'ai dit, l'évolution, c'est beaucoup plus infiltrante. Et c'est ce sous-groupe qui fait des extensions qu'on appelle périnérales, qui va suivre, qui va s'étendre le long des nerfs, parce que les nerfs ont des pertus par lesquels ils passent. Donc, les tumeurs vont s'étendre de la même façon. Voilà pourquoi, au scanner, quand vous le lisez, essayez un peu de voir tous les trous. Par exemple, le trou infraorbitaire, voir est-ce que c'est des mêmes dimensions, est-ce que ça a augmenté de taille. Ça peut être un signe indirect pour vous dire que la tumeur s'étend à ce niveau-là. Et parfois, l'exérèse complète est difficile et c'est quand même des mauvais pronostics parce que survie à 10 ans, c'est seulement 20%. En d'autres termes, si on traite 100 malades, dans 10 ans, c'est seulement 20 personnes qui seront encore en vie. C'est ce que ça veut dire ici. Et puis, on rentre avec les lymphomes. On rentre avec les lymphomes orbitaires, on en a parlé. Comme je l'ai dit, la masse sera comme celle-ci. Ici, on a même des malaises bilatérales. Ça aussi, c'est une lésion. Mais quand on revient ici, c'est la glande lacrymale qui est atteinte. Regardez l'os, elle est restée propre. Même les tissus tout autour, c'est resté propre. Le nerf optique peut être poussé, il y a un effet de masse, ce qui va causer l'exophthalmie, peut-être l'effet de masse au niveau des nerfs optiques, ça peut créer. Mais sinon, la masse elle-même n'est pas souvent douloureuse, sauf si vraiment il y a d'autres tissus qui commencent à être repoussés. Regardez, en IRM, on voit la masse, elle est là. Regardez même le rehaussement, c'est plus ou moins homogène ici. Mais quand vous faites l'image en diffusion, c'est noir. C'est-à-dire qu'il y a une restriction de diffusion. Donc, si je prends cette lésion ici, j'enlève les images en bas, seulement au scanner, ça peut être difficile de différencier des lymphomes de adénopléomorphes. Sauf si ça augmente. Voilà pourquoi quand vous trouvez la lésion, il faut compléter avec des techniques beaucoup plus poussées pour les différencier. Vous vous souvenez, quand j'ai dit les adénopléomorphes, on pense les enlever totalement et les traitements des lymphomes, ce n'est pas la chirurgie à premier choix. Donc, c'est les radiologues qui jouent les rôles cruciaux à ce niveau ici pour guider les cliniciens. Maintenant, avant de terminer, donc j'ai fait déjà 40 minutes, ça va être rapide. Cette image ici, ce sont les imitateurs, les choses qui peuvent simuler une tumeur de l'orbite sans pourtant l'être. Ici, nous avons une masse, ça c'est la glande lacrymale, de manière bilatérale. Regardez comment s'augmenter le volume. L'os en bas est très bien respecté. Si je prends ça et les lymphomes, si je prends ça seulement comme ça, le diagnostic sera le lymphome. Très propre, les tissus environnants
bien protégé, ça enrobe presque les globes oculaires. Quand on vient ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le nerf ici totalement envahi. Il y a le muscle extraoculaire médian ici qui est atteint. Ça peut être quoi? Un pseudo-tumeur inflammatoire peut faire ça. Les gliomes peuvent faire ça. Ça, c'est beaucoup plus challenging, c'est beaucoup plus difficile à dire. Et quand on voit ici, regardez le muscle extraoculaire ici. Tous, c'est généralement augmenté de volume, mais quand je regarde ça, celui-ci, le muscle extraoculaire inférieur et médian sont très augmentés de volume comparé au supérieur et latéral ici, par exemple. Et ici, on regarde cette masse ici, ce sont deux patients différents. On regarde ici le muscle, c'est le même patient, le muscle extraoculaire latéral à gauche, c'est augmenté de volume comparé aux autres. Et regardez ici comment c'est augmenté de volume et c'est très noir. Souvenez-vous, je vous ai dit que le lymphome en T2, ça peut être très noir parce qu'il y a une hypercélérité. Ici, nous avons affaire à 4 différentes pathologies. Le premier cas, c'est une maladie à immunoglobine G4. C'est très courant. Je ne sais pas, peut-être que le prof Vitou et le docteur Fabrice vont nous dire combien de fois on le voit. Mais en Asie, quand j'étais au Japon, c'était monnaie courante. Et je pense que c'est là que ça a été détecté. C'est relativement nouveau. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'autres maladies inflammatoires, par exemple les Miculix, les Strongen, ce nombre de Strongen peuvent se confondre à celui-ci. Donc, il faut les connaître. Et ici, c'est le PET, on voit comment ça rehausse des côtés. Voilà pourquoi. Et ça, c'est une maladie systémique. Ça ne va pas seulement se limiter au niveau de l'orbite. Les autres parties du corps peuvent aussi être atteintes. Donc, il faut les garder en esprit pour guider. Si vous faites le PET ou bien les autres examens, vous aurez d'autres syndromes. Ça, ce n'est que la sarcoïdose. Ça peut impliquer n'importe quel muscle. Des fois, la tuberculose peut vous faire jouer le même mauvais tour, mais sarcoïdose, c'est très connu. Voilà pourquoi on dit aux assistants ici, une lésion qui vous paraît atypique, qui ne répond pas aux critères d'un seul diagnostic, pensez à 3 choses. Tuberculose, sarcoïdose, lymphome. Ça peut simuler n'importe quelle lésion, n'importe quel organe. Ici, on a affaire à une orbitopathie thyroïdienne, maladie de base d'eau. Vous vous souvenez, en clinique, on vous a parlé d'exophthalmie, c'est que ces malades présentent, il y a une augmentation de la taille des tissus adipeux rétro-orbitaires, mais aussi une augmentation, un élargissement ou un gonflement des muscles, comme on le voit ici. Il y a un moyen mnémotechnique qu'on appelle Arm's Law pour voir l'ordre dans lequel ces muscles sont envahis. Arm, donc I pour dire inférieur, M, arm, c'est médian, supérieur, latéral et puis le muscle oblique. Et ça, c'est pseudo-tumeur inflammatoire qui peut aussi envahir les muscles extra-oculaires. Mais la question, comment différencier une orbitopathie thyroïdienne aux pseudo-tumeurs inflammatoires? Ici, il faut regarder c'est où l'obésité. Regardez ici, dans l'orbitopathie thyroïdienne, les tendons sont épargnés. Les tendons qui insèrent le muscle extraoculaire à l'orbite est épargné. C'est le ventre qui est gros. Alors que le pseudo-tumeur inflammatoire, c'est déjà ésu, ça va envahir tout le muscle, peu importe l'endroit. Ça commence par les tendons jusqu'en bas. Ça, c'est l'élément simple. Pourquoi je le dis? Quand il y a beaucoup de muscles qui sont envahis, qui sont atteints, comme on le voit ici, c'est facile à les différencier. Et dans le pays nantis, vous savez que cliniquement, il a la maladie de Graves' disease, on de base d'eau, mais quand c'est un seul muscle, c'est-à-dire que vous détectez le phénomène quand ça vient de commencer, ça sera un seul muscle et ça devient difficile de différencier avec le pseudo-tumeur inflammatoire. Donc, j'ai fait 40 minutes, je dois conclure. Je disais donc, l'imagerie en cours peut aider au diagnostic et à l'évaluation des néoplasmes orbitaires en complétant les examens ophtalmologiques. Une approche compartimentée pour évaluer la maladie orbitaire est nécessaire en tenant compte de la composition histologique et l'âge du patient, surtout de la symptomatologie. Et si ça va vous guider dans les diagnostics différentiels. Et l'IRM joue un rôle crucial. Ça permet d'abord de déterminer la localisation de la lésion, l'étendue des lésions et les effets secondaires, si on peut appeler, les destructions, les dissémination et les autres. Et ça vient en complément de ce que l'ophtalmologue va trouver dans le fond d'œil.
Maintenant, on va refaire ces tests ici avant de conclure. On va voir qui a bien suivi. Toutes les assertions suivantes sont vraies, sauf une, laquelle est fausse. Première assertion. Les deux tumeurs primitives les plus fréquentes du globe oculaire sont les rétinoblastomes, j'ajoute chez les enfants, et les mélanomes malins chez l'adulte. La deuxième assertion. Les lymphomes de la glande lacrymale causent plus de destruction des tissus osseux adjacents que les carcinomes adénoïdes kystiques. Troisième assertion. Les gliomes optiques produisent des images en rails de train avec visualisation du nerf optique, alors que les gliomes, je voulais parler de méningiome. Donc ici, c'est le méningiome optique produit des images en rails de train comparé aux gliomes dans lesquels le nerf optique est envahi. Troisième, les adénomes pleomorphes sont aussi appelés tumeurs mixtes bénignes. Quatrième, l'orbitopathie thyroïdienne préserve les tendons de muscles extraoculaires, alors que le pseudotumeur inflammatoire, ces tendons sont envahis. OK, docteur Migabo, de Marc Lumbala, je mets docteur pour tout le monde, hein? André Josiane, 2, 3. C'est la deuxième assertion qui est fausse. Vous vous souvenez, j'ai parlé des deux tumeurs primitives. Ils sont deux rivales plutôt. Il y a le rétinoblastome et le mélanome. Ce sont là les deux tumeurs rivales. Les lymphomes, j'ai dit, c'est les tumeurs qui vous tuent en silence, avec toute la gentillesse. Donc, ça ne cause pas la destruction. Donc, cette assertion est fausse. Ici, c'est le méningiome, oui. Le méningiome produit l'image en rail de train, alors que dans les gliomes, tout le muscle est atteint. J'ai parlé des adénomes pleomorphes, on les appelle aussi les tumeurs mixtes. J'ai parlé de l'orbitopathie thyroïdienne qui n'envahit que les tendons sont préservés, alors que dans les pseudotumeurs inflammatoires, tout le muscle est envahi. Merci beaucoup. Je remets la parole à la modératrice. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Mata, de nous avoir promené dans cette mosaïque de tumeurs de l'orbite chez l'adulte et d'avoir eu l'amabilité de revenir sur certaines tumeurs chez l'enfant. Alors, sans plus tarder, je vais plutôt donner la parole au premier panéliste, qui est le professeur Moïse Nvitu, ophtalmologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. Je crois qu'il doit ouvrir le micro. On l'attend un tout petit peu. Professeur Nvitu. Oh, j'ai bloqué le micro de tous. Maintenant, j'ai ouvert. Professeur Nvitu, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Désolé, c'est moi qui avais bloqué le micro. Allô? Veuillez réouvrir votre micro, please. Allô, professeur Nvitu? Veuillez réouvrir votre micro. Allô? Est-ce qu'on peut prendre le deuxième panéliste? Comme ça, quand il revient, on prend. En attendant que le professeur revienne, on peut donner la parole au docteur Mopo Guilaine, qui est oncologue médical et chef de service. Professeur Matab, bonsoir. Bonsoir.
Vous m'entendez maintenant? Oui, 5 sur 7, prof Lito. Ah, OK. Bien, merci bien pour la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé qui était très instructif. Je dois avouer que dans notre pratique, il y a certains diagnostics qui ne sont pas très courants. Je pense que c'est un problème justement d'approche systématique et multidisciplinaire. Et donc, cette communication est vraiment la bienvenue. Je crois que ça va booster notre collaboration pour avoir un peu plus de précision dans la prise en charge diagnostique des tumeurs que nous observons chez nous. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Maintenant, on vous attend. Oui, donc je disais que j'ai beaucoup aimé la synthèse que vous avez faite sur différentes tumeurs, surtout chez l'adulte, parce que chez l'enfant, c'est des diagnostics assez courants, de rétinoblastome et c'est diagnostic différentiel. L'imagerie est d'un grand apport. Oui. Le grand problème, c'est beaucoup plus dans la mise au point des tumeurs chez l'adulte. Et donc, je crois que l'approche systématique et multidisciplinaire est très importante pour nous aider à avoir un peu plus de précision des diagnostics. Parce que cliniquement, il y a beaucoup de similitudes. Oui, oui. Il y a beaucoup de similitudes et en général, nous recevons les patients à des stades d'évolution déjà très avancés. Donc, ce qui rend encore le différentiel assez complexe. Mais je pense, comme vous l'avez souligné assez fréquemment, pour chaque cas, il y a beaucoup de subtilités d'imagerie qui peuvent apporter un peu plus de précision dans cette mise au point et qui forcément détermine le canevas de la prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Nous allons passer la parole au deuxième panéliste, qui est le docteur Mopo Guilène. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci, professeur Mata, pour cet exposé qui nous a un peu mis les idées à jour par rapport à l'imagerie des tumeurs orbitaires. C'est vrai que, comme le professeur Mata l'a dit dans son libellé, il y a une panoplie de tumeurs orbitaires parce que tous les tissus contenus dans l'orbite peuvent être le siège d'un développement tumoral, ce qui explique un peu la multiplicité des tumeurs possibles. Et au niveau de la prise en charge, c'est vrai que la chirurgie et la radiothérapie tiennent une place de choix dans la majorité de ces tumeurs, surtout dans les stades localisés ou localement avancés. Et en fonction des types histologiques, la majorité de ces tumeurs sont des tumeurs à très faible potentiel métastatique. Donc, elles évoluent très lentement et les malades, c'est vrai, dans notre contexte, arrivent en consultation à des stades généralement localement avancés, mais il est encore possible pour nous de faire quelque chose, notamment par une chirurgie. Et il est aussi à souligner que, étant donné que la majorité des chirurgies réalisées, pour la plupart, ne sont pas carcinologiques. Donc, difficilement, les chirurgiens arrivent à une chirurgie R0. Donc,
là, on a recours en second lieu à la radiothérapie qui vient un peu, comment dirais-je, assainir le lit tumoral. Et aussi pour les tumeurs à fort potentiel métastatique comme les lymphomes, la radiothérapie intervient généralement après la chirurgie ou après une chimiothérapie. Et en général, le malade arrive chez l'oncologue médical pour des tumeurs localement très avancées ou métastatiques. Et là, vraiment, en fonction des types histologiques, on a une panoplie de traitements et de protocoles qui peuvent être mis en place, notamment la chimiothérapie et aujourd'hui l'immunothérapie pour des tumeurs comme les lymphomes ou encore les mélanomes. Dans les cas de maladies localement avancées ou métastatiques, l'immunothérapie, elle vient en première place. Donc, l'oncologue médical, en fait, ici, intervient après l'ophtalmochirurgien et le radiothérapeute en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mopo. Nous allons demander au Dr Fabrice Bokabanja d'intervenir également. Merci beaucoup. Je remercie les professeurs Mata pour l'exposé également. C'est vrai, les tumeurs de l'orbite sont relativement fréquentes et ça pose réellement un problème de diagnostic et de prise en charge. Mais nous reconnaissons qu'à travers votre exposé, que la biopsie reste également le gold standard, surtout pour les typages de la bénignité ou de la malignité. Et comme le professeur l'a insisté, on a une panoplie de tumeurs en fonction des constitutions de l'orbite, étant donné que l'orbite est constituée de plusieurs tissus et chaque tissu peut être le développement d'un processus tumoral. Mais parmi tous ces tumeurs, il y a des tumeurs qui sont les plus fréquentes que nous retrouvons. On doit se dire qu'on n'a pas trop de biopsies par rapport aux masses orbitaires, mais néanmoins, on a également les méningiomes, les hémangiomes caverneux, comme on en a parlé, et surtout les adénomes pleuromorphes qu'on a au niveau des glandes lacrymales. Les hémangiopéricytomes, dans la pratique quotidienne, il n'y en a pas trop, mais c'est très important parce que souvent, ça nous amène à faire des notions différentielles avec un méningiome. On peut avoir aussi les schwannomes et les gliomes. Gliomes surtout chez des jeunes adultes qui sont souvent des astrocytomes pilocytiques qu'on retrouve souvent à ces niveaux-là. Et en ce qui concerne les tumeurs malignes, nous avons les mélanomes qui sont en tête également, mais sauf que les mélanomes, on peut avoir souvent des mélanomes amélaniques et à ces moments-là, nous utilisons les immunomarquages pour nous aider à asseoir les diagnostics. Nous avons également les lymphomes, mais c'est un peu rare, mais les lymphomes, ce sont des tumeurs qui peuvent être soit primitives ou également systémiques. Et là, c'est très important parce que les lymphomes, déjà, souvent, c'est une prolifération des cellules B. Et souvent, ce sont des lymphomes des bas grades indolores qui peuvent évoluer pendant très longtemps, mais ça peut se transformer. Et à ces moments-là, on va aider également l'oncologue en recherchant le foyer de transformation, surtout avec les CD20 pour mettre en place une thérapie ciblée que l'oncologue va coupler également avec une radiothérapie. Et nous avons également des métastases qui sont souvent aussi fréquentes à ces niveaux-là, particulièrement le poumon. On a également le sein et voire aussi les mélanomes et surtout les tumeurs d'origine ORL, que nous retrouvons beaucoup de carcinomes également qui peuvent migrer à ces niveaux. Et au niveau des glandes lacrymales, là, la tumeur bénigne la plus fréquente, on peut se le dire, c'est souvent les adénomes pleuromorphes, qui sont des tumeurs malignes, mais à malignité mitigée, parce que ce sont des tumeurs qui ont une potentialité de pouvoir récidiver après une exérèse totale. Voilà pourquoi est-ce que le professeur a insisté en disant qu'il y a des tumeurs où on peut faire simplement une biopsie et on peut poser des diagnostics. Il y en a d'autres, c'est mieux de faire l'exérèse tumorale. Si la masse est bien encapsulée, ça permet d'éviter également les récidives. Et en ce qui concerne certaines maladies que le professeur a parlé de la maladie AIG4, et je peux vous le dire, chez nous, c'est vraiment difficile
parce que là, c'est l'immunofluorescence également qu'on utilise pour voir les dépôts des IgA. Mais chez nous, on n'a pas encore cette technologie opérationnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que la NAPAT garde encore sa place pour les diagnostics. Et aujourd'hui, avec l'immunohistochimie, ça nous aide également à pouvoir mieux asseoir les diagnostics et faciliter les rencontres pluridisciplinaires entre les cliniciens, les radiologues, les pathologues, les oncologues pour une meilleure prise en charge de ces différentes tumeurs. Merci beaucoup, Dr Bokabanja. Dans le chat, certains demandent que vous ouvriez votre caméra pour qu'ils vous voient. Également, Dr Moko. Le public voudrait bien vous voir. Merci, docteur. Alors, tous nos panélistes ont parlé. Maintenant, nous pouvons passer à la séance des questions-réponses. Si vous avez des questions, veuillez demander la parole ou écrire dans les chats et préciser à qui vous adressez votre question. Bonsoir tout le monde. Docteur Dia, j'aimerais intervenir. Oui, docteur. Alors, je ne sais pas si ma caméra est activée. On vous attend, docteur Dia. Oui, bonsoir tout le monde. Très belle présentation, professeur Mata. Donc, comme d'habitude, hein, toujours donc au taquet. En fait, j'aimerais faire une petite intervention, notamment sur des entités de tumeurs ou de pseudotumeurs comme l'histiocytose langerhansienne. C'est des pseudotumeurs qui sont très rares. Donc, l'histiocytose langerhansienne à localisation orbitaire, donc qui peut avoir à peu près la même présentation que les carcinomes de l'angle supérieur-externe de l'orbite. Les tumeurs en fait, qui sont ostéolytiques, qui peuvent même avoir une extension intracrânienne. Donc, c'est des entités en fait à savoir. Donc, c'est un granulome éosinophile qui est localisé à l'os et qui peut avoir la même présentation qu'un lymphome ou qu'un carcinome ostéolytique. Il y a certaines entités aussi, mais là, c'est des tumeurs en fait osseuses, mais qui poussent dans l'orbite. Donc, peut-être aussi, c'est des choses à savoir, donc, telles que les dysplasies fibreuses donc de l'os frontal qui peuvent pousser en fait dans l'orbite et puis créer des exophthalmies avec l'aspect classique de verre dépoli. Donc, d'autres aussi tumeurs osseuses comme les sarcomes aussi, les sarcomes donc, osseux de l'os orbitofrontal qui peuvent pousser aussi dans l'orbite. Donc, personnellement, récemment, j'ai eu un cas, c'était donc en IRM, un patient qui m'avait été adressé pour exploration d'une exophthalmie. En fait, je trouvais une atteinte d'un muscle oculomoteur, comme tu l'as décrit, en fait, mais c'était le droit interne, bon, le droit médial qui était atteint, mais une atteinte unilatérale. C'était assez bizarre, donc si c'était en fait bilatéral, j'aurais pu penser effectivement donc, à une maladie de base d'eau, à une orbitopathie dysthyroïdienne. Mais en regardant sur les séquences sagittales, sur les coupes sagittales, donc il y avait une masse dans le cavum. Donc en fait, c'était une tumeur du cavum qui s'étendait en fait dans l'orbite avec une métastase intraorbitaire. Donc si c'est une atteinte d'un seul muscle, effectivement, il faut penser donc à une méta, donc notamment en fait des métas d'une tumeur ORL. Voilà, bon. Donc, on a souvent l'IRM, comme tu l'as dit, donc c'est le gold standard. On a redressé certains diagnostics, des confrères qui envoient des patients pour IRM, donc cérébral orbitaire, et on redresse en fait des diagnostics. On trouve des fistules carotido-caverneuses, donc bon, et là en fait l'issue est plus heureuse, quoi. Voilà. Donc, c'était un peu ma modeste contribution. Encore félicitations, hein, donc très belle présentation.
ça m'a replongé un peu dans mes cours d'internat. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. En fait, je reconnais, je ne sais pas si c'est Anita que je connais très bien, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Anita, donc je connais une certaine Anita avec qui on a fait pas mal de DU ici en France. Je ne sais pas si c'est elle. Moi, c'est elle. Aussi, bonsoir au professeur Gertrude. Oui, en fait, quand on a fait la première partie des tumeurs orbitaires, c'est là que j'ai placé le LCH, histiocytose X, et puis les autres, comme la dysplasie fibreuse. Et comme on le voit généralement chez les enfants et puis les jeunes adultes, c'est comme ça que j'ai pas repris ça dans la partie adulte. Et j'essayais un peu quand c'était possible de faire un recours de faire un peu le comparatif avec les tumeurs chez l'enfant. Mais cette partie-là, on en a parlé la fois passée, c'est sur YouTube. Ouais. C'est comme ça que je ne l'ai pas repris. Parfait. Merci beaucoup. Le public, vous avez la parole. Posez-vous questions. En attendant, moi, j'aimerais, professeur Matas, vous poser une question sur la maladie IgG4. Ouais. Sur la dia que vous nous avez montrée, j'ai eu l'impression qu'il y avait une microphthalmie unilatérale à gauche. Je me suis trompée ou pas? Et est-ce que ça fait partie de la description? Ok, attends, je vais trouver un truc, c'est-à-dire... C'est possible d'avoir je vais partager. Ça, c'est toute la littérature sur IgG4. On peut avoir dans des différents organes. On peut avoir ça au niveau de l'orbite, on peut avoir ça au niveau du rein, on peut avoir ça au niveau du foie. Tout ça, ça fait partie des endroits où on peut avoir ces lésions, comme des maladies à IgG fort. Mais quand on vient à l'orbite, comme on peut le voir, les grandes lacrymales sont le premier. C'est parmi les localisations le plus impliquées. Mais on peut le voir, ça peut avoir ici, par exemple, en plus de l'orbite, on trouve qu'il y a un rehaussement au niveau de l'heptoméninge. Ça, par exemple, on trouve au niveau des grandes lacrymales. Et ça, je pense que c'était les microlites. Non, ce n'est pas ça. Donc, les grandes lacrymales, les grandes salivaires peuvent aussi être atteintes. Ici, on trouve d'autres tissus. Ça, ça, c'est au niveau de la glande thyroïde. Donc, tous les tissus peuvent être atteints. Maintenant, par rapport à votre question, je n'ai pas voulu m'étendre, comme ce ne sont pas des tumeurs, m'étendre dessus, ça allait me mettre offline. J'allais créer un autre sujet. Peut-être que je vais y revenir le moment venu. Et vous voyez mon écran, c'est ce que je partage? Oui, très bien, oui. Vous parlez de cette image ici? Non, on est encore sur le thorax là. OK, je vais repartager. Donc, c'est de ça que vous parlez? Oui. Et vous parlez de gauche? Oui. Ça? Oui, ça parlait. Là, ici, ça parlait de petits volumes. Mais regarde, je ne vois pas les nerfs optiques ici. Je me dis que ce n'est pas l'obliquité qui cause ça. J'ai besoin de toute l'image pour dire que si on a affaire à une microphthalmie ou bien c'est juste une asymétrie qui peut créer ça. Mais les deux peuvent coexister. Ouais. Merci beaucoup. Je vois une main levée, Dr Shabani Fariala. J'ai une question pour le professeur Mata. L'atteinte oculaire à IgG4, quel est le tableau clinique? Parce que moi, j'en ai vu des IG4, mais c'était plus des cas de pancréatite. Mais quelle est l'atteinte clinique pour laquelle on va penser faire un scan ou bien IRM oculaire? En fait, comme je l'ai dit, généralement, il n'y a pas... Si c'est une maladie inflammatoire, la douleur peut être là, mais il n'y a pas une symptomatologie particulière à IgG4 qui va vous orienter directement à ça. Je pense que c'est de l'épidémiologie. Et puis, le fait que ça soit systémique, on peut avoir d'autres lésions dans d'autres organes.
Donc, voilà pourquoi, dans certains cas, on fait même le PET-CT pour détecter toutes les localisations. Donc, en termes de symptomatologie, ça reste vague comme toutes les lésions. Donc, si je comprends bien, si j'ai une pancréatite à IgG4, je vais demander d'office IRM oculaire. Généralement, ils font le PET. La clinique, ça joue. Mais ici, on fera peut-être le PET-CT. On ramasse tous les corps et puis on trouve. Ou alors, on peut faire l'IRM corps entier. Ça peut aussi orienter. Comme on le fait avec les anthésopathies, par exemple. Professeur, pour compléter un peu votre assertion, s'il vous plaît, c'est vrai que la maladie IgG4, on n'a pas forcément une symptomatologie différente des autres pathologies orbitaires, mais on peut avoir plus précisément une proptose, une douleur orbitaire ou alors des douleurs au mouvement orbitaire et un édème périorbitaire. Généralement, c'est ça un peu la symptomatologie clinique. Merci. Je ne sais pas comment mettre le mail. Tu peux seulement parler. Ah, OK. Bon, c'est ma première fois d'assister à Lundi Parlons Radiologie et je remercie le professeur Dadi Mata et je salue tout le monde. Docteur Dia, bonjour, c'est Anita. L'exposé était très clair et puis ça apporte beaucoup dans notre pratique professionnelle. J'avais une question ou bien, je ne sais pas, une proposition. Qu'est-ce que vous pensez, professeur Dadi Mata, sur les microcelles, vous voyez, les volumineuses microcelles frontales qui peuvent aussi atteindre l'orbite, qui sont ces tumeurs kystiques. Est-ce qu'il faut les citer parmi ces tumeurs bénignes dans le cadre de diagnostic différentiel? Parce que j'en ai déjà vu une volumineuse microcelle qui atteint l'orbite et avec des destructions osseuses associées. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, je m'étais limité aux tumeurs dans le sens des néoplasmes pour diminuer un peu la matière à présenter. Donc, bien sûr, ça dépend de quel aspect. Je vais parler des tumeurs et des masses en général. Donc, en anglais, comment c'est? Tumor-like and tumors. Je vais inclure le tout. Mais pour des raisons didactiques, ici, j'ai voulu juste rester avec les tumeurs au sens histopathologique du terme. Mais seulement à la fin, j'ai mis les imitateurs comme le sarcoïdose et les autres pour que quand les gens parlent en termes de diagnostic différentiel, qu'ils peuvent considérer ces lésions-là, ils sont aussi fréquentes. Mais vous avez raison, si on veut parler des masses en général, on peut les inclure aussi. Mais là, la présentation sera pour 3 heures. Merci. Ouais. Merci beaucoup, docteur Anita. Dans le chat, il y a M. Faustin Kamba qui dit que le professeur Moïse l'a laissé sur sa soif pour ceux qui reçoivent les demandes d'IRM. Il aurait bien aimé connaître les diagnostics de présomption en fonction de la clinique pour faire des bons choix de protocole. Il aurait également souhaité que le professeur Mata donne une stratégie, une stratégie diagnostique en fonction de la symptomatologie et le protocole additionnel en fonction des images en cours d'examen. Là, je pense qu'il parle de l'IRM. Professeur Mata, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord, je vais, par rapport à ce que le docteur Anita a dit, je ne sais pas si vous voyez mon écran avec le curseur qui bouge. Oui, en fait, la tumeur dont on parlait, c'est une lésion inflammatoire qu'on appelle ça le porte Paffi. C'est comme on a dit des portes au niveau de la colonne, mais le terme est en anglais, je ne sais pas en français comment on appelle ça. Généralement, c'est une sinusite qui s'étend et ça crée une sorte de masse, comme une sorte d'aspect, des abcès au niveau frontal. Maintenant, par rapport au protocole, je crois,
Nous avons demandé à l'IRAM, nous avons besoin de connaître les diagnostics cliniques. Je souhaiterais vous donner une stratégie diagnostique en fonction de la symptomatologie. OK. D'abord, la symptomatologie, comme je l'ai dit, elle reste vague. Il y a des lésions qui, de par leur façon d'évoluer, qui vont rester asymptomatiques, ça cause pas la douleur, jusqu'à ce qu'on commence à voir l'effet des masses, les ophtalmies, tout ça, que le patient va venir en clinique. Il y a beaucoup de lésions qui peuvent faire ça. Le lymphome peut faire ça, l'adénoïde pléomorphe peut faire ça. Donc, sur le plan symptomatologie seulement, c'est difficile de les différencier. La douleur peut être là dans les carcinomes ex-adénopléomorphie ou bien dans les carcinomes cystiques, comme on a dit, on peut avoir la douleur. On peut avoir la douleur en cas de histiocytose, généralement c'est non douloureux. Ça peut être douloureux aussi. Tu voyez que les symptomatologies vont chevaucher les différentes entités. Donc, c'est difficile sous base d'une seule symptomatologie pour conclure. Voilà pourquoi on demande que quand on fait l'examen, que les cliniciens soient là. En termes de protocole, moi, je dis aux assistants, quand on fait l'examen d'IRM, si ce n'est pas la première séquence, la deuxième séquence va être la séquence en diffusion. Parce que si j'ai une masse que je trouve, ça dépend, ils vont commencer avec T1 ou quoi que ce soit. Si je trouve une masse en séquence de diffusion, si c'est dans la tête, espérons que ce n'est pas dans l'orbite, c'est dans la tête, même dans l'orbite, je dois compléter avec la colonne. Surtout chez l'adulte. Chez l'adulte, chez l'enfant. Chez l'adulte, il peut revenir pour un autre examen, mais chez l'enfant, souvent, ce sont des examens que nous faisons sous anesthésie générale. Donc, une masse à la tête, ça veut dire je continue avec l'examen de la colonne. Payé ou non payé. Ici, c'est médico-légal, il faut le faire. Une masse au niveau de la colonne, je complète avec la tête, payé ou pas payé. Parce que ça peut être métastase qui est tombée là-bas. Et si vous limitez seulement à la colonne, vous ratez la tumeur prohibitive. Donc, par rapport à ça. Maintenant, le bon protocole, ça dépend de l'âge. Avoir l'image en 2D, en 3 plans, c'est toujours très important. Ça va vous aider. Et après ça, il y a l'image en diffusion. Si vous avez besoin de voir s'il y a des calcifications, l'image en susceptibilité T2 étoile ou bien SWA peut vous indiquer. Tout cas, on peut avoir un scanner après. Moi, je demande toujours d'avoir un scanner après. Pour le moment, il y a des séquences qu'on appelle ZTE qui vous décrivent très bien l'os. Mais c'est encore à titre expérimental. On n'a pas encore toutes les informations qui doivent avec les scanners. Donc, une tumeur au niveau de la base du crâne, chez l'adulte ou chez l'enfant, ici, après l'examen, je t'envoie un scanner. On a les scanners en plus. Je pense qu'on a eu un cas avec Dr. JB Matousila, où l'IRM et vous montez des lésions, ça c'était la colonne, mais on a demandé des scanners pour que ça soit complémentaire. Parce que le type de destruction de l'os va vous aider. Donc, je vais parler l'image en T2, au moins en 2 coupes. Axial coronal, c'est important. J'ai besoin de l'image en diffusion et j'ai besoin d'image injectée. C'est important. Maintenant, chez les enfants, moins de 2 ans, on ne fait pas de flair parce que la mélanisation n'est pas encore au top, donc ça sera juste gâchis. Mais si je veux parler d'extension leptoméningée, j'aurais besoin quand même de flair parce que là, je vais voir seulement les leptoménèges qui sont très bien visibles au flair injecté, qui est même en T1. Il y a beaucoup de publications. Si vous regardez l'American Journal of Neuroradiology. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'on conseille pour les gens qui viennent faire des stages qui rentrent dans leur pays, ayez un protocole standard. Je ne sais pas si je peux sortir le protocole que nous avons ici. Il y a une liste pour tout le patient. On a qu'on parle IWQ. OK, je vais arrêter et puis je vais repartager. Peut-être c'est ça. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. J'ouvre un examen. Non, je dois montrer ça. C'est l'autre ici que je dois montrer. Donc, on a des protocoles comme ça, déjà préétablis. Donc, quand un stagiaire vient, il sait que si c'est un enfant qui est en néonatologie, ce sont les séquences qu'on va faire. Donc, même si tu m'appelles qu'il y a une urgence, on commence l'examen, je suis en route, j'arrive, les techniciens, c'est qui va déjà obtenir ces séquences ici. Et quand on va à l'orbite, c'est en fonction de l'âge, en fonction de pathologie.
rhumatisme, NF1, épilepsie, AVC, maladie des médisants, glande pituitaire, orbite. Donc, ils savent qu'ils doivent déjà faire ça. Ils vont me donner un axial en T2, on donne les autres caractéristiques coronales, le T1, axial T1, et puis les T2 de tous les corps en axial, et en post-contrat, j'aurai ça. Si c'est le muscle extra-oculaire qui est malade, on ne va pas supprimer comment. Ça, c'est le protocole qu'on va donner. Donc, il y a déjà des protocoles prédéfinis pour les grands groupes. Maintenant, si je fais un examen, je pense qu'il y a un élément supplémentaire que je dois explorer. J'ajoute la séquence par rapport à ça. Mais là, ça demande que vous soyez là pendant que le malade est sur la table de l'examen. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou bien j'ai raté. Merci beaucoup, Dr. Gina, pour votre commentaire dans le chat. Autre question? Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Dr. Faustin Kamba n'a pas encore réagi sur votre réponse. Je ne sais pas, les assistants qui sont là, est-ce que vous pouvez poser des questions? Parce que dans les commentaires, on a dit qu'on laisse pas assez de temps aux assistants de poser leurs questions. Les assistants en ophtalmo, en radiologie, en oncologie médicale, en médecine interne, même le médecin stagiaire, posez des questions. Vous pouvez écrire dans le chat box, vous pouvez prendre la parole, c'est à vous de déterminer. Docteur Anna? Je suis là. Oui, je n'ai pas compris le commentaire de Faustin par rapport à mon intervention. Alors, je vais y revenir. Il disait qu'il était resté sur sa soif concernant les demandes en IRM parce qu'il aurait besoin de connaître les diagnostics de présomption en fonction de la clinique pour faire les bons choix des protocoles à exécuter pour l'examen d'IRM, je suppose. Non, merci. Je n'ai pas parlé de prévention, c'est plutôt de précision. Parce qu'en fait, nous sommes à 3 niveaux. Il y a la clinique, il y a l'imagerie et il y a l'histopathologie. La clinique ayant souvent des limites pour nous amener à poser un diagnostic différentiel, l'imagerie est très capitale. Maintenant, ce ne sont pas les ophtalmologistes qui vont donner les protocoles de l'imagerie. Tout à l'heure, le professeur Matt a montré déjà les standards. Mais il est revenu sur quelque chose de très important que j'aimerais souligner. C'est le fait que c'est mieux de faire la discussion ensemble quand le malade est sur la table. Et malheureusement, souvent, nous, dans nos contextes, nous travaillons un peu en vase clos. Vous faites le bon, le patient va en imagerie, l'imageriste fait le travail, il vous renvoie le CD avec un protocole. Nous allons au bloc, nous faisons l'ablation de la masse va en histopathologie, mais on n'a pas de discussion d'ensemble. C'est peut-être ça qu'il faut plutôt promouvoir pour faire avancer le débat. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur. J'espère qu'il a trouvé satisfaction à sa préoccupation. Nous allons donner la parole au professeur Gertrude qui a levé la main. Merci beaucoup, Anna. Merci, docteur Anna. Merci pour cette belle modération. Bonsoir, professeur Mata, et bravo pour ta présentation. Bonsoir, docteur Dia. En fait, docteur, ma question, je voudrais l'adresser au professeur Mata. Parce que la dernière fois, quand on a discuté, on a
parlait des différentes modalités. Nous avions insisté sur le fait que lors des présentations, il faudrait d'abord mettre l'accent sur les modalités qui sont les plus courantes chez nous. Parce que même si là, par rapport à ta présentation, le gold standard pour les pathologies tumorales de l'orbite chez l'adulte, c'est l'IRM. Mais comme tu le sais, on n'a pas d'IRM partout chez nous. Alors, je pense qu'il aurait été quand même de bonne loi que tu puisses parler, par exemple, de l'échographie. Quels sont, par rapport à ces tumeurs, quelles sont les lésions qu'on pourrait voir pour un médecin radiologue qui n'a que l'échographie, par exemple? Est-ce que l'échographie peut servir à quelque chose dans toutes ces tumeurs qu'on a vues, que ce soit les méningiomes, les gliomes? Et quel type, on peut avoir quelques renseignements quand on n'a que l'échographie, quel type de sonde utiliser? Enfin, quelque chose comme ça. Ma question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir pour dire un mot, pour répondre à un ophtalmologiste qui nous envoie les patients, pour nous les radiologues, sur le plan de l'échographie? Voilà ma question, professeur Mata. Et encore bravo pour ta présentation. Merci beaucoup, professeur Jetri Luyeye. Comme je l'ai dit, je crois quelque part, la radiographie simple, obsolète. Ça, il n'y a rien à dire. À la rigueur, en cas de rétinoblastie, on peut voir des calcifications. Il faut vraiment que ce soit des grosses calcifications. Et je ne vais pas irradier un enfant pour aller chercher des calcifications alors que je ne vois pas la tumeur parce que la radiographie simple, on ne sait pas voir. L'échographie joue un rôle capital quand ce sont des lésions qui sont superficielles par rapport à l'œil. Une lésion qui a une extension préceptale, on peut l'étudier. Mais à l'échographie, qu'est-ce que nous cherchons? Beaucoup plus la densité. Est-ce que c'est kystique? Est-ce que ce n'est pas kystique? Est-ce qu'il y a des calcifications? Est-ce que c'est vascularisé? Par rapport à ça, on peut avoir un diagnostic différentiel, mais pour des pathologies qui sont rétro-orbitaires, ça devient très compliqué. C'est technique dépendant et ça dépend de l'extension. On ne sait pas avoir toutes les informations. Et pour le dire autrement, il n'y a aucun chirurgien dans les milieux identiques comme ça, un ophtalmologue, chirurgien ophtalmologue, qui va en salle d'op sous base des résultats de l'échographie seulement. Voilà pourquoi, je ne sais pas en Europe, mais en Amérique du Nord, on saute carrément au CT, au scanner, surtout chez l'adulte. Donc, c'est vrai que notre expérience ici en termes d'échographie, pour essayer de différencier ces lésions les unes aux autres, c'est vraiment moindre. Je ne sais pas, Akin, comment vous vous en sortez, mais on sait que l'échographie est très, très limitée. Par exemple, quand vous êtes en rétro-orbitaire, pour différencier gliome, méningiome, quand ce sont des grosses masses, vous pouvez quand même, par rapport à quel type de machine que vous avez, je pense que l'échographie est très, très limitée pour le segment postérieur. OK. Merci, professeur. Ça signifie que pour tous les médecins qui sont en province, dès qu'ils ont des masses, donc dès qu'ils suspectent des pathologies tumorales chez l'adulte orbitaire, il faut chercher à les renvoyer à Kinshasa ou à Bukavu, chez Anna. Donc, quand ils sont en province, là-bas, rien à faire. Oui. Donc, ça, c'est un message qu'il faut donner aux radiologues, alors. Oui. Et puis, autre chose, la radiologie, c'est juste une partie de scénario. Parce que quand on a détecté, il faut enlever. Voilà pourquoi, quand j'ai parlé avec les autorités au pays, par rapport au système de 145 territoires, si vous allez mettre IRAM 3 Tesla à Bwende là-bas, c'est comme si vous donnez iPhone 15 à un bébé, c'est un jouet. Parce que quelqu'un doit lire ça, trouver le diagnostic, mais quand on a diagnostiqué une tumeur, il faut que le prof Mvitu soit là pour opérer. Il faut que le docteur Fabrice soit là pour faire l'anapathe. Donc, ces choses-là sont interconnectées. On ne peut pas faire avec une chose et puis rater. Voilà pourquoi chaque fois, on pense qu'on a réhabilité un hôpital, on met les appareils, qu'on a résolu les problèmes. Tant que la formation de l'homme, la partie main-d'œuvre, quand ça ne suit pas, tout ce qu'on fait là sont des jouets. OK, merci professeur. Donc, je voudrais conclure par là, c'est-à-dire que pour les médecins, les médecins qui sont en province, par exemple, lorsqu'ils verraient, parce que les nerfs optiques, on peut quand même l'examiner plus ou moins en échographie, lorsqu'ils verraient des pathologies qui sont suspectes, directement les envoyer dans un endroit où une meilleure prise en charge et surtout là où il y a un ophtalmologiste, là où il y a un pathologiste, un oncologue, pour qu'on puisse bien prendre en charge le patient. Merci professeur, merci Anna. Oui. Merci, professeur Luyeye. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'échographie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un échographe, il faut avoir un bon échographe et une bonne sonde
linéaires de très haute fréquence pour s'aventurer à examiner les tumeurs de l'orbite. Ouais, c'est ça. Allô? Je peux ajouter un petit commentaire, c'est Dr Kankou. Oui. Oui, docteur Kankou, oui. Oui, par rapport à ce que docteur Louyeye, professeur, hein, c'est ça, vient de dire, même quand on a l'échographie, encore faudra-t-il savoir comment reconnaître toutes ces tumeurs, même si elles sont superficielles. C'est pas évident, il faut déjà être initié, être capable de dire que c'est une tumeur bénigne ou maligne, même à l'échographie. Donc, quelle que soit la technique, il faut un entraînement. Tout à fait. Il faut vraiment être initié, il faut qu'on vous donne. Vous avez l'échographie, elle est accessible, mais est-ce que vous êtes formé pour pouvoir reconnaître les tumeurs, soient-ils bénignes ou malignes? Voilà. Donc, on insiste déjà ici en parlant radiologie sur l'importance de la formation des médecins. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Et ici nous, avec l'évolution, on scanne le moins possible parce qu'il y a des médecins qui sont payés, comme on dit, fee for service, donc sur base des nombres de malades que vous voyez. Alors, si pour faire, et puis il y a des exigences du Collège américain de radiologie, on te dit que dans le milieu universitaire, un examen obstétrical ne peut pas être fait dans moins de 45 minutes. À telle enseigne qu'il y a des échographistes qu'on a formés. Donc, vous avez 10 salles d'écho qui sont en train de... Je vais fermer. Qui fonctionnent au même moment. Et donc, le technicien scanne pour vous. Il vous envoie les images comme on le fait avec les scanners d'IRM. Vous regardez, elle vient présenter, ou il ou elle vient présenter les lésions. Et quand vous avez des questions, vous allez scanner vous-même la partie qui vous intéresse. Et on dit aux assistants, pour toute lésion superficielle, préceptale ou partout sous la peau, tu dois sortir et aller voir le patient. Parce que les malformations, comme je l'ai dit, par exemple, l'hémangiome infantile ou bien les angiomes caverneux, ces histoires, les malformations veineuses, quand vous partez voir le malade, déjà à l'examen, à l'inspection, vous avez la réponse. Et quand vous parlez avec la maman, là, je suis chez l'enfant, il vous donne encore plus d'éléments. Si c'est une lésion qui est rouge, vraiment rouge comme de la tomate, on dit que ça grandit avec les bébés. Maintenant, il a 8 mois, ça continue à grandir. Et à 18 ans, à 18 mois, on va dire que non, ça grandissait et puis c'est resté. Mais là, je vois, ça commence à diminuer. Vous savez déjà que vous avez affaire à l'hémangiome. C'est la lésion la plus fréquente trouvée, que ce soit au niveau de la partie préceptale de l'œil ou ailleurs sous la peau. Quand ce sont des malformations veineuses, là, vous avez, ça paraît beaucoup plus bleuâtre. Et quand vous faites l'examen, vous avez des phlébolites et les autres histoires. Donc, il faut connaître et la clinique et la pathologie. Mais là, on suppose que l'examen est fait selon les règles de l'art. Mais quand ça devient profond, il y a beaucoup d'autres paramètres. Parce que les cliniciens, ici, peuvent faire ce qu'on appelle des POCUS. Il peut avoir son échographe dans son bureau. Il peut voir qu'il y a une masse là. Mais lui, il veut voir au-delà de la masse, c'est-à-dire distinguer une masse par rapport à une autre et l'étendue. Est-ce que ça s'étend en postérieur dans les compartiments intracrâniens, par exemple? Voilà pourquoi l'imagerie en cours vient entrer en jeu. Et là encore, il faut savoir comment agencer les séquences, comment ajouter et comment nuancer les réponses, parce que ce n'est pas qu'à 100% que vous aurez une réponse directe pour dire que ça, c'est le méningiome. Ça, c'est méningiome, c'est encore beaucoup facile, mais les schwannomes et les autres tumeurs peuvent s'évocher. Donc, ici encore, comme l'a dit Dr Kankou, les trainings, l'entraînement et la lecture, ça joue un rôle très, très important. Mais aussi les confrontations. Parce qu'avec les temps que j'ai passé à l'Occident, je pense qu'ils ont beaucoup appris de leurs propres erreurs. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque jeudi, il y a confrontation entre ophtalmologues, radiologues, anapathes. On commence avec la présentation. Les radiologues montrent les images. On dit les diagnostics avant opération. Le chirurgien vous dit qu'est-ce qu'il a trouvé à l'examen. Quand il a touché la masse, est-ce que c'était bien circonscrit? Est-ce que ça s'est détaché facilement? Est-ce qu'il y avait des infiltrations? Et puis l'anapathe vous donne les diagnostics. Quand on fait ça 20 fois, on connaît et l'image typique de la lésion et les variantes de la normale. Il y a par exemple un cas qu'on avait un patient qui avait des sarcomes
il vient avec l'hémorragie frontale droite au scanner sans masque. Ils vont en salle d'op pour évacuer cet hématome. C'est là qu'ils vont trouver une tumeur qu'on ne savait pas retrouver même à l'IRM. Donc, c'était des métastases, mais à l'image comme ça, on n'a pas vu. Et tout le monde a appris de l'expérience. Donc, je pense que ça veut nous dire qu'on doit se confronter régulièrement dans le respect, dans l'estime des autres, apprendre de nos propres erreurs et surtout publier ce que nous trouvons. Publier ce que nous trouvons, parce que beaucoup de choses que nous rapportons, c'est chez les Blancs. On ne sait pas si on a les mêmes choses comme les IgG4 là. IgG4, on ne sait pas chez nous combien on en a. Est-ce que les cônes chez nous, ça fait quoi? Personne ne les a publiés à l'IRM. On n'a pas de publications des cônes à l'IRM, par exemple. Il y a beaucoup de nos propres maladies qui ne sont pas encore publiées. Donc, voilà pourquoi, en tant que scientifiques, nous avons beaucoup de responsabilités. Merci beaucoup, professeur. Pour la toute première fois, je vois un technicien d'imagerie connecté, M. Kaloumé Abimana Jean-Baptiste. Il vous félicite pour votre exposé, il dit intéressant. Je peux, docteur Matabaro, je peux parler? Oui, docteur Kankou, vous avez la parole. Oui, professeur Mata, c'est par rapport au mélanome hein, et à ceux qui exercent en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, on rencontre vraiment beaucoup de mélanomes, surtout oculaires? Parce que nous savons que le mélanome touche surtout la population à peau blanche ici, moins mélanisée. Je ne sais pas si au niveau orbitaire, la fréquence est la même entre nous, les Noirs et les populations à peau blanche qui ont moins de mélanine. Je n'ai pas les statistiques de l'Afrique en termes de mélanome. Parce qu'il faut dire que ça fait beaucoup de temps que j'ai quitté. Quand j'ai quitté le pays, j'étais encore bébé scientifique. Donc, mes statistiques doivent être dépassées. Je ne sais pas, le prof, j'ai étudié s'il a une réponse. Si elle a une réponse. Il y a docteur Mopo, je voulais lire en anglais, qui aussi demande la parole. Allô? Oui, par rapport au mélanome, en fait, en Afrique, les localisations les plus fréquentes sont au niveau palmoplantaire. Et c'est des localisations qu'on rencontre dans 95% des cas, en général 95% des cas. Et ceci peut s'expliquer justement par l'absence de pigments mélaniques dans ces zones du corps humain. Généralement, c'est la localisation palmoplantaire. Merci beaucoup, docteur Mopo. Docteur Kankou, vous avez quelque chose à ajouter? C'est pour ça qui voulait oui, hein, ça va, mais bon, je pense que la question, effectivement, il y a moins de mélanine il y a plus de mélanome donc plantaire et palmaire. Et peut-être les populations comme les albinos chez nous, ils présentent aussi des problèmes de mélanome, peut-être. Ça m'est venu vraiment à l'esprit tout à l'heure. Je ne sais pas si maintenant au niveau orbitaire, parce que nous parlerons des tumeurs de l'orbite, est-ce que vous en rencontrez peut-être dans cette population-là particulière, les albinos? Oui. Au médecin qui exerce chez nous, hein, l'oncologue, je ne sais pas d'où venir. Professeur Mata, je peux? Oui, bien sûr. Oui, par rapport à Dr Kankou, effectivement, dans la pratique quotidienne, vraiment, on n'a pas assez de mélanomes orbitaires. Il n'y en a pas vraiment beaucoup.
Je peux dire, il n'y a pas de statistiques connues, mais sur le plan journalier, il n'y a pas vraiment assez de cas de mélanome orbitaire. Mais en ce qui concerne les albinos, la prédominante, c'est plus les carcinomes épidermoïdes. Donc, au niveau des albinos, on a plus des épidermoïdes que des mélanomes. La plupart des mélanomes que nous avons, comme le docteur Guylaine l'a bien dit, c'est plus palmoplantaire et surtout chez des personnes bien colorées. Donc, chez les drépanocytaires, pardon, chez les albinos, la majorité des albinos viennent dans un tableau de carcinome épidermoïde. Et quelques-uns présentent un basocellulaire. Merci, docteur Boka. On a une question. Oui, professeur Louis. Oui, je voudrais la poser au docteur Guylaine. Bonsoir, docteur Guylaine. Bonsoir, professeur. Oui, je voudrais savoir, sur le plan de la prise en charge oncologique, dans les masses orbitaires, est-ce qu'on fait aussi l'immunohistochimie, a-t-elle aussi une place importante comme pour les cancers en séno? Et quelle est la prédominance entre chimio et radiothérapie? En fait, comment vous faites pour la prise en charge sur ce plan-là? Merci. Oui, d'accord. Merci, professeur. En ce qui concerne les masses orbitaires, comme je l'ai souligné tantôt, la prise en charge est tout d'abord, surtout que la majorité des malades chez nous arrivent généralement au stade au moins localement avancé. La prise en charge est beaucoup plus d'abord chirurgicale. Et comme on sait qu'on ne sera pas forcément carcinologique au niveau de la chirurgie, on ne pourra pas forcément faire une chirurgie R0. La radiothérapie intervient après la chirurgie en général. Et ici, généralement, c'est une RCC. On peut faire une RCC, on peut faire une stéréotaxis, on peut faire une curithérapie ou une brachythérapie en fonction du type histologique et de l'étendue un peu de la tumeur. La chimiothérapie, oui, pour certains types histologiques, comme les lymphomes, ou comme docteur Fabrice l'a souligné tantôt, l'immunohistochimie, bien sûr, doit nous retrouver des mutations à CD20, où on pourra mettre des traitements d'immunothérapie comme le rituximab en général. Dans les tumeurs comme les rhabdomyosarcomes, parfois, lorsque le radiothérapeute n'est pas très à l'aise ou lorsqu'on a un fort volume tumoral, il peut demander une chimiothérapie en néoadjuvante. Là, on fera intervenir des molécules comme l'ifosfamide et les anthracyclines. Et après, on passe la main au radiothérapeute pour une RCC, bien entendu. Mais en général, pour la plupart de ces tumeurs, ce sont des tumeurs qui sont très radiosensibles. Très, très radiosensibles. Merci, docteur. Merci, Guylaine. Merci. Docteur Mopo, pour les jeunes qui sont dans l'audience, radiosensible, ça signifie quoi? Ça va paraître anodin, mais ça va être difficile pour certains, pour les plus jeunes. Oui, par rapport à la chimio. Par rapport à la chimiothérapie, en fait, ce sont des tumeurs où les molécules de chimiothérapie ne réussiront pas vraiment à faire fondre ou disparaître la tumeur primitive. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles aux rayons que à la chimiothérapie. Et il y a des tumeurs pour lesquelles vraiment on ne fera intervenir que la chirurgie et l'immunothérapie ou la chirurgie et la radiothérapie parce que la chimiothérapie n'aura aucun effet sur la tumeur. Merci. Merci beaucoup, docteur Mopo. Il n'y a pas de questions en souffrance
il y a Dr Junior Kabouyaya qui demande la parole. Dr Kabouyaya, vous pouvez intervenir. Bonsoir, vous m'entendez? C'est Dr oui, Faria là. Oui. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. Ah oui, je voulais m'adresser à Dr Guylaine. Oui, docteur, bonsoir, je suppose qu'elle vous entend. Oui, on vous entend très bien. Docteur, je vous entends. Oui, docteur Guylaine, c'est concernant les tumeurs orbitaires qui sont rétrobilbaires hein, et qui sont radiosensibles, comme vous avez dit, parfois ils ont besoin même d'une cryothérapie. Alors, si la tumeur est rétrobilbaire et que le globe oculaire est sain, alors quelle sera la voie d'abord pour éviter une toxicité rétinienne suite à cette exposition-là à la radiothérapie? C'était ça ma préoccupation, merci. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas radiothérapeute, je suis oncologue médical. Mais généralement, lorsque le radiothérapeute travaille, lors de la simulation, parce qu'on a des séances de simulation avant la mise en traitement du patient, ils utilisent des moyens de contention pour éviter tout ce qui est organes à risque et pour essayer au maximum de conserver toutes les structures orbitaires qui ne sont pas atteintes par la pathologie, notamment, si possible, le nerf optique, l'œil contralatéral ou même certaines structures au niveau intracrânien. Donc, et au jour d'aujourd'hui, avec l'accélérateur linéaire de particules, les doses de radiothérapie sont beaucoup plus précises et beaucoup plus ciblées en fait sur le résidu tumoral ou alors sur la tumeur primitive. Et en fonction du type de tumeur, de l'extension locale et des marges de résection post-chirurgicale, le radiothérapeute en fait essaye de maintenir éloigné, loin du faisceau, tous les organes à risque grâce à ces moyens de contention. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, ok, merci beaucoup, Dr. Guylaine. Oui, c'est satisfait, merci. Oui, je peux aussi compléter, parce que par moment, nous avons cette question-là, quand nous avons affaire, par exemple, au médulloblastome, on doit irradier toute la tête et toute la colonne. Et là, maintenant, c'est le balance risque-bénéfice qui joue. Si on pense que c'est le survie des patients qui prédomine, on peut par moment sacrifier l'organe qui est à côté. Voilà pourquoi en cas de certaines radiations, même de certaines chimiothérapies, je ne sais pas au Congo, mais ici, il y a par exemple des banques pour des spermes et pour des ovules, tout ça. Si on pense qu'on doit irradier ces organes-là, on demande aux patients de faire des prélèvements pour les inséminations artificielles après, parce qu'on doit bousiller ces organes-là. Donc, je pense que les cliniciens, c'est pourquoi on a des RCP, les cliniciens vont discuter par rapport au survie. Qu'est-ce qui est important? C'est la fonction de cet organe-là ou bien c'est le survie général du patient? Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, nous allons devoir... Docteur, j'aimerais que en fait, j'ai une préoccupation par rapport au professeur Mwaka. En fait, on a la majorité des patients qu'on reçoit en général après chirurgie, surtout une énucléation, ont un problème de qualité de vie. De qualité de vie parce que la majorité vous disent que, docteur, j'arrive plus à me regarder dans une glace, j'arrive plus, je fais peur à mes enfants, je fais peur aux membres de famille. Après la chirurgie, je n'arrive plus à vivre normalement. Et ça nous cause
un réel problème au niveau du suivi psychologique du patient. Est-ce que ce ne serait pas possible pour tous les patients que vous nous envoyez pour la suite de la prise en charge, radiothérapie, chimiothérapie, on en a en ce moment 4, que vous nous fassiez des prothèses oculaires après la chirurgie, parce que vraiment, ça aiderait beaucoup nos patients. Beaucoup nos patients. Oui, Dr. Glenn, merci pour cette observation. C'est vraiment un gros problème. Il faut dire que maintenant, on peut avoir des solutions, mais il y a 20 ans, quand nous commencions, ce n'était pas possible. La première difficulté, c'est que généralement, quand nous allons au bloc opératoire, nous n'avons pas un diagnostic précis. Et donc, on ne sait pas directement placer une prothèse dans l'idée que la masse peut récidiver rapidement. Donc, on se donne toujours un petit délai entre la chirurgie et le moment où on décide de proposer une prothèse. Mais en pratique, ce que nous constatons, c'est que quand vous attendez, le cul-de-sac peut se rétracter. Et donc, vous ne pourrez plus directement placer votre prothèse. Le moment venu, vous serez obligé d'aller faire une plastie du cul-de-sac. Et comme vous savez que tous ces actes doivent être payés par le malade, ça crée des barrières. D'autre part, c'est maintenant que nous avons un atelier de prothèses oculaires, mais avant, on n'en avait pas. Et donc, il fallait disposer de prothèses préfabriquées. Même alors, on n'en a pas en stock. Et donc, il faut donner au malade une prescription, qu'il aille chercher une prothèse quelque part, qui va vous ramener et que vous allez placer. La troisième difficulté que nous avons, c'est que chez les patients adultes, ils viennent à des stades très avancés et donc nous faisons non pas des énucléations, mais souvent des exentérations. Et donc, avant de placer la prothèse, il faut une autre chirurgie. Déjà, pour qu'ils accèdent à la première chirurgie, c'est comme quelqu'un qui fait vraiment un dernier effort. Et lui proposer la suite de la chirurgie qui est en fait la chirurgie plastique, ça pose de gros problèmes. Mais vous avez raison, c'est très désagréable. Beaucoup de malades, d'ailleurs, quand on les réfère, ils ne reviennent plus. Nous ne les revoyons plus. On ne sait pas si ils sont chez vous, ou ils sont dans la nature, ils ne sont plus en vie. C'est là l'importance, justement, de l'interconnexion des services. Si vous avez un patient qui vous arrive, chez qui vous aimeriez que nous fassions ce qu'on aurait dû faire avant, plutôt que de renvoyer ces pannes malades, vous pouvez entrer en contact avec nous, on discute et on peut voir en quelle mesure on peut l'accompagner. Et je crois que cet aspect mérite qu'on puisse associer dans nos équipes soit des psychiatres, soit des psychologues. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade-ci. Mais je crois que pour le moment, nous pouvons placer les prothèses. Et moi, je suis d'avis de commencer de plus en plus à placer carrément une endoprothèse, quelle que soit l'issue de l'évolution de la plaie, quitte à ce que lorsque l'histopathologistes nous auront confirmé, qu'on puisse réajuster notre attitude pour éviter que les cavités puissent se ratatiner et obliger le malade à payer une deuxième, une troisième chirurgie pour créer un cul-de-sac qui puisse accepter une prothèse. Une solution palliative, c'est de leur prescrire des verres de soleil à teinte fixe qu'ils peuvent porter en permanence. Voilà. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci, professeur. Il est 22h30 à Kinshasa. Je pense que le temps nous imparti est écoulé.